propagation du son dans un solide. On reprend l'analyse faite pour un système de n masses ponctuelles. Cette fois-ci, on fait une analyse en milieu continu avec un élément de longueur L soumis à une force F et à une force F' à droite. Et cet élément va être soumis à donc un différentiel de force qui va lui faire une contrainte et donc une déformation. La contrainte est égale à, d'après la loi de Hooke, E fois epsilon, qui est égal à E fois L' moins L sur L. L' étant la longueur initiale, plus la fonction xi qui traduit la déformation, le déplacement de cette surface. Et donc c'est le déplacement xi à x plus dx moins le déplacement xi à x. Or, x plus dx at est égal à x au déplacement x at plus d rond xi sur dx sur d rond x dx quand on fait un développement au premier ordre, d'où L' qui est égal à dx plus d rond xi sur dx dx, et L moins L' sur L, c'est L' moins dx sur dx, c'est d rond xi sur dx multiplié par dx sur dx, c'est-à-dire d rond xi sur dx. La loi de la quantité de mouvement nous dit que la somme des forces appliquées est égale à la masse fois l'accélération, et la masse c'est la masse volumique multipliée par la surface multipliée par dx, la longueur du solide, multipliée donc par l'accélération. Si on projette tout ça sur x, ça fait f de x plus dx at moins f de x at qui est égal à d rond f sur d rond x dx. Or, la force à l'abscisse x est égale à la contrainte fois la surface, qui est égale à module de Young fois epsilon, la déformation multipliée par la surface, qui est égal à E multiplié par d rond xi sur d rond x fois la surface. L'accélération est, elle, égale à la dérivée seconde par rapport au temps du déplacement, puisque c'est la dérivée seconde par rapport au temps de l'abscisse, et c'est donc la dérivée par rapport au temps du déplacement, puisque les deux sont liés tout simplement par l'ajout d'une constante. La loi de la quantité de mouvement 1 se réécrit donc sous cette forme ρ s dx d2 xi sur dt2 qui est égal à d rond à d rond x de E module de Young d rond xi sur dx s dx. On simplifie les s dx et on se retrouve avec l'équation d'Alembert d qui se porte sur le déplacement de la section. Donc la dérivée seconde d rond d2 d rond 2 xi à d rond x2 moins 1 sur c2 d rond 2 xi sur dt2 égale 0, avec c la célérité de l'onde qui est égale à la racine du module d'élasticité divisé par la masse volumique. On peut faire également une analyse dimensionnelle et voir que le module de Young s'exprime en newton par mètre carré, la masse volumique s'exprime en kilogrammes par mètre cube. Or, une force, ce sont des kilogrammes multiplié par des mètres par seconde au carré, une accélération multipliée par des mètres moins 2 divisé par des kilogrammes mètres moins 3. On simplifie les kilogrammes, on simplifie les mètres, il nous reste des mètres carrés seconde moins 2 exposant un demi qui font des mètres par seconde. Donc la célérité des ondes dans un solide est d'autant plus grande que le matériau est raide et qu'il est peu dense. Par exemple, pour l'acier, avec un module d'élasticité de 210 000 mégapascales et une masse volumique de 7800 kg par mètre cube, on trouve une célérité des ondes de 5200 mètres par seconde. On peut faire un lien entre l'énergie de liaison et le module de Young. En ordre de grandeur, on considère que l'énergie de liaison correspond à l'énergie d'un ressort qu'on allongerait d'une distance qui correspond à la distance interatomique A.
En fait, si on a deux atomes qui sont séparés d'une distance de A, le doublement de A fait que, en ordre de grandeur, on mobilise une énergie de liaison. Enfin, on mobilise une énergie égale à, en ordre de grandeur, à l'énergie de liaison. On a écrit que la célérité, c'était racine de KA2 sur M, et ça c'était pour l'analyse avec M, avec un nombre discret, avec des masses considérées comme des masses ponctuelles séparées par des ressorts K, et distants chacun d'une distance A. Et donc, et quand on fait une analyse en milieu continu, on arrive à racine de E sur ρ. On peut donc déterminer en ordre de grandeur que K est égal à E fois la masse d'un atome divisé par la masse volumique de l'atome et divisé par A2. Alors quand on remplace pour le fer ou pour l'acier par le module d'élasticité en ordre de grandeur multiplié par la masse de 55,8 c'est sa masse molaire multiplié par la masse d'un nucléon divisé par la masse volumique de l'acier et divisé par l'ordre de grandeur du diamètre de l'atome, c'est 2 10-10 mètres, donc 0,2 nanomètres. On se retrouve avec une énergie de liaison qui est égale à 1,5. On peut trouver K, et K vaut 60 newtons par mètre. On peut donc calculer l'énergie de liaison, qui est l'énergie mobilisée dans le ressort, qui est étirée d'une distance A. Donc 1,5 de KA2, ça fait 1,2 10-8 joules, et c'est-à-dire 7,5 électronvolts. Et on voit qu'on retrouve l'ordre de grandeur de l'énergie de liaison entre les atomes de fer. Pour généraliser, on appelle l'équation de D'Alembert une équation qui est sous la forme D2 psi sur dx2 moins 1 sur c d rond 2 phi, non, d rond 2 psi sur d rond t2 égale 0, qu'on généralise en 3 dimensions en prenant la fonction Laplacien. Donc le Laplacien de psi, qui est égal à nabla2 psi, est égal à 1 sur c2 d2 phi sur dt2. Le Laplacien étant égal à la somme des dérivées secondes par rapport à x, y, z de la fonction psi. C'est une équation différentielle linéaire, ça veut dire que si on a psi1 et psi2 qui sont solutions, eh bien une combinaison linéaire de psi1 et psi2 est également solution. Elle laisse t en moins t invariant, c'est la loi du retour inverse. Cette équation d'onde fonctionne pour une onde progressive ou pour une onde régressive. Les solutions pour une onde polarisée, une OPPH ou une OPPM, donc une onde progressive, M, je sais plus, a une équation sous la forme de psi égale A cos oméga t moins KR, produit scalaire plus phi, ou une équation simplement en x, si on a un déplacement en une seule direction, sous la forme A cos oméga t moins kx plus phi. Si on dérive deux fois psi par rapport à x, on va trouver k2 psi. Si on dérive deux fois par rapport au temps et qu'on divise par c2, on va trouver oméga 2 sur c2 psi. Et ces deux quantités étant égales, on arrive à k2 égale oméga 2 sur c2, c'est-à-dire que k est le vecteur d'onde et sa norme vaut oméga sur c, oméga la pulsation, sur c la célérité. Attention, une onde progressive sinusoïdale, ça n'existe pas, puisque ça voudrait dire que car dans une onde comme celle-ci, en fait, l'abscisse varie de moins l'infini à plus l'infini, et le temps varie de plus l'infini à moins l'infini, ce n'est qu'un modèle.
Le psi est donc égal à cosinus oméga t moins kx plus b sinus oméga t moins kx. Ça, c'est la solution générale qu'on peut réécrire sous une forme a cosinus 2 pi t sur t sur t la période, moins x sur lambda, plus phi, le déphasage. On peut également l'écrire sous la forme a cosinus k vecteur d'onde, donc kx moins oméga t, moins kx moins oméga t, et si j'ai mis k ici en facteur, ça fait kx moins oméga sur kt, qui peut s'écrire, puisque oméga sur k c'est c, qui pourrait s'écrire aussi x moins ct. Et donc on a ici une fonction qui est une fonction de x moins ct, qui est caractéristique des phénomènes ondulatoires. En notation complexe, on écrira cette fonction sous la forme a exponentielle j oméga t moins kx plus phi. Une corde fixée à son extrémité peut être sollicitée par un mouvement oscillatoire. Elle est de l'autre côté soumise à son poids P qui lui assure une tension fixe. Les conditions limites sont y de 0t est égal à a cos oméga t et y de lt égale 0, puisqu'ici on ne bouge pas. Donc l'équation générale s'écrit sous la forme y égale a cos oméga t. On ne prend pas de déphasage, on prend le déphasage nul. A cos oméga t cosinus kx plus phi. Y en 0t. Oui, parce qu'on a une onde progressive, c'est-à-dire qu'on a une séparation des variables et qu'on a du coup un Y avec des ventres et des nœuds qui implique une fonction uniquement du temps et une autre fonction ici uniquement de l'espace. Les conditions aux limites nous disent que 0x de t égale, alors si on remplace x par 0, on va trouver a cos phi. Oui, parce que là, oui, a cos phi, le phi venant d'ici, cos oméga t, égale grand A cos oméga t avec a égale a cos psi. Et y de L de t est égal à a cos oméga t cosinus kl plus psi égale 0 pour tout t. Et comme on doit avoir cette fonction qui est égale à 0 pour tout t, ça veut dire que kl plus psi, c'est pi sur 2 plus un nombre entier de fois pi. Ce qui fait que psi est égal à moins kl plus pi sur 2 plus un nombre entier de fois pi. La solution est donc pour y, une solution où on remplace toutes les constantes connues là-dessus. Donc y égale a cos psi, petit a, donc petit a c'est grand A sur cos psi, cosinus oméga t, cosinus kx plus psi, ce qui fait a cosinus oméga t multiplié par cosinus, donc on remplace le psi par l'expression qu'on a trouvée ici, on trouve kx moins l plus pi sur 2 plus npi, et en dessous cosinus psi qui est là, et psi étant égal à moins kl plus pi sur 2 plus npi. Cosinus de pi sur 2 plus un angle, eh bien c'est le sinus de l'angle. Donc on se retrouve avec la fonction y égale a cos oméga t, sinus de k l moins x moins npi, divisé par sinus kl moins npi. On va avoir une résonance sur y, c'est-à-dire des y qui sont maximaux, si kl moins npi est égal à 0. Ce qui revient à dire que k est égal à npi sur l. Or k, la norme du vecteur d'onde,
est relié à oméga SC par la relation oméga égale CK, et donc oméga égale 2pi C sur L. Or, la pulsation du premier ordre pour n égale 1 est donc pi C sur L. Pour un fil de masse linéique mu et pour une masse qui fait une masse suspendue m, ça va faire une célérité. On a également la célérité qui s'exprime d'après l'équation de D'Alembert pour une corde tendue qui est la célérité c'est racine de t sur mu. Donc la fréquence qui est oméga sur 2pi s'exprime en remplaçant tout et en simplifiant par f égale 1 sur 2L racine de t sur mu. Si on prend l'exemple d'une corde de guitare électrique, on a une masse une tension de 10 kg, une masse linéique de 4,85 g par mètre, une longueur de 65 cm. Ça nous fait une fréquence de 110 Hz. C'est le La1, oui, c'est le La1 de la seconde corde. Le La2 étant à 220 Hz et le La3 à 440 Hz. Quand on a une oscillation libre d'une corde de guitare, en fait, on impose une déformation qui peut se représenter au temps zéro par une décomposition en série de Fourier avec tout un tas de fréquences. Mais parmi toutes cette fréquence, il y a seules les fréquences qui sont égales à la fréquence de résonance ou à ses multiples vont former des ondes stationnaires. Et ces ondes stationnaires vont s'atténuer progressivement en dissipant leur énergie dans l'air. On peut également calculer la propagation d'une onde dans un bassin profond en faisant l'équilibre d'une tranche de liquide de largeur dx qui monterait par rapport à son niveau, donc avec une hauteur h qui monterait à son niveau par une fonction de déformation, déplacement xi de x. La conservation de la masse implique que dm égale 0 et les vitesses, la vitesse des molécules d'eau qui rentrent ici dans cet élément, on a les molécules qui rentrent dans cet élément, on a des molécules qui sortent de cet élément, et puis on a de l'eau qui monte et qui a une certaine vitesse verticale également. Donc la vitesse verticale, c'est la dérivée par rapport au temps du déplacement vertical. Et la conservation de la masse nous dit que ρ LH multiplié par Vx plus Dx en T moins Vx plus ρ L dx d rond xi par rapport au t, c'est-à-dire la vitesse, est égale à 0. En gros, ce qu'on gagne ici en vitesse, multiplié par cette surface dx, doit se compenser par le différentiel de ce qui est gagné et perdu de part et d'autre de ce petit élément. Ce qui nous amène à dire que h fois d rond v par rapport à x est égal à moins d rond xi par rapport à t. Et on peut donc calculer la pression hydrostatique. La pression à l'abscisse x et au temps t, c'est la pression atmosphérique plus ρg fois h plus xi étant la variation de hauteur au cours du temps, moins z. La loi de la quantité de mouvement nous dit que cet élément, cette masse d'eau, donc qu'on calcule en faisant la masse de l'eau qui est là-dedans, donc mu s dx multiplié par la variation de vitesse au cours du temps est égale à la somme des forces appliquées, et la somme des forces appliquées, c'est la surface que multiplie la pression, les forces pressantes de part et d'autre, donc affectées chacune d'un signe différent, qu'on multiplie par 1,5, puisqu'on fait une intégrale de la pression
sur une certaine hauteur. On peut développer au premier ordre le terme de pression P de x plus dx et on arrive à P de x moins P de x moins d rond P sur d rond x dx. Ce qui nous amène, quand on réécrit toute l'équation, à ρ d rond v sur d rond t est égal à 1 demi de d rond p sur d rond x, moins 1 demi est égal à moins 1 demi de g d rond xi sur d rond x. On simplifie par ρ et on a du coup une équation de d'Alembert en d rond de v à d rond x2 moins 2 sur gh d rond de v à d rond t2 égale 0. On peut vérifier que cette équation fonctionne en dérivant. Si je fais la dérivée seconde de xi par rapport à t et par rapport à x, je vais avoir moins h d2 rond sur d rond d rond de v à d rond x2, puisqu'ici j'ai une dérivation et d, puisqu'ici j'ai la vitesse, c'est la dérivée du déplacement. Ah oui, alors ça c'est la vitesse. D rond de xi à d rond x d rond t est donc égal à moins 2 sur g d rond de v à d rond t2. Je peux donc réécrire mon équation qui était ici une équation qui reliait les xi à une équation qui relie les vitesses horizontales et j'écris que d rond de v à d rond x2 moins 2 sur gh d rond de v à d rond t2 égale 0. La célérité est donc égale à racine de gh sur 2. Et d, c'est quoi? La fréquence, c'est c sur lambda. Ah oui, d, c'est la longueur du bassin. Voilà. Alors si on a un bassin d'une longueur d, on va avoir d qui, pour des ondes stationnaires qui vont être égales à la longueur du bassin doit comprendre un nombre entier de demi-longueurs d'onde et on peut donc déterminer que la fréquence de ces ondes dans un bassin fermé, ça va être C sur lambda, c'est-à-dire racine de GH sur 2 sur 2D et on peut calculer comme ça la fréquence des vagues, par exemple, dans une baignoire ou dans un bassin ou dans une piscine.